Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, on est avec Louis Gallois, co-président de la Fabrique de l'Industrie, ancien président, je ne cite pas, de PSA, d'Airbus, de Snecma. Un grand industriel sur notre plateau, Louis Gallois. On est en train de se faire avoir là en Europe sur le nucléaire. On a vu que la Commission refuse de prendre les EPR dans son plan d'industrie verte. Elle dit que le nucléaire, c'est pas beau et c'est sale, et qu'elle ne veut pas subventionner les EPR, peut-être les SMR, les petits réacteurs, mais pas les gros. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est une bataille, hein, c'est un combat. Et la France le mène, mais elle ne le mène pas seule. Il y a 11 pays qui sont assemblés avec la France pour défendre le nucléaire. La Commission manifeste une défiance permanente à l'égard du nucléaire. On le voit sur le dossier de l'hydrogène, on le voit sur ce qu'on appelle... L'hydrogène, juste pour redire, elle ne veut pas que l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité nucléaire soit qualifié comme étant vert. Absolument. Elle ne veut pas le reconnaître comme tel. Ça sera une bataille, c'est pas encore fini. Et sur ce qu'on appelle le NZIA, c'est Net Zero Industrial Act, elle refuse de reconnaître le nucléaire comme une industrie capable de recevoir, de bénéficier des financements de l'industrie verte, à la différence des Américains, qui vont financer leurs gros réacteurs avec l'IRA. Et après, qui vont nous revendre des réacteurs en Europe pour les appels d'offres. Évidemment, ils vont revenir sur les appels d'offres en Europe. Mais donc, il faut une exception pour les petits réacteurs, les SMR, mais ils les considèrent comme bas carbone, ils ne les considèrent pas comme stratégiques. Or, je considère, moi, personnellement, que l'industrie nucléaire est absolument stratégique pour l'Europe. À la fois pour atteindre l'objectif de zéro émission en 2050 et pour l'indépendance de l'Europe. Le nucléaire, c'est quelque chose que nous maîtrisons totalement. Nous importons le minerai. Mais le minerai, d'abord, il y en a sur les 5 continents. La France a 5 ans de stock de minerai. Donc, elle est complètement indépendante de ce point de vue. Vous dites on n'est pas seuls, les Français, pour se battre pour le nucléaire, mais les Allemands sont contre, évidemment, les Néerlandais aussi. On a perdu, évidemment, l'appui des Anglais. On n'est quand même pas dans une très grande position de force. Écoutez, mais on n'est pas dans une position de... Personne n'est dans une position de force. Les Allemands ont un groupe de pays avec le Luxembourg, l'Autriche, les Pays-Bas. Nous avons un groupe de pays avec les pays, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, probablement la Suède, qui ne veut pas se déclarer actuellement parce qu'elle préside la Commission et qu'elle ne veut le Conseil plutôt, et qu'elle ne veut pas apparaître comme partisane dans cette affaire. Donc c'est une bataille, il faut la mener. Le gouvernement français la mène d'ailleurs. Vous avez vu quand même ce qu'a dit le Premier ministre du Luxembourg ce week-end. L'énergie nucléaire n'est pas sûre, pas rapide, pas bon marché, elle n'est pas respectueuse du climat. Avec des drapeaux européens dessus, ce serait une arnaque. Je trouve ça invraisemblable. Il n'y a pas d'arguments scientifiques qui permettent de mettre en cause le nucléaire. Le nucléaire est bas carbone, il est plus bas carbone que l'éolien et le solaire. Ouais, il émet moins de CO2, c'est sûr. Moins de CO2. Il est compétitif. Ça, on n'est pas sûr. Si les futurs EPR, combien coûtera le kilowattheure des EPR par rapport au solaire et l'éolien? On verra. Vous savez, le prix du kilowattheure de EPR, il dépend des taux d'intérêt, du financement. C'est absolument clé. C'est pour cela que la bataille sur le financement est extrêmement importante. C'est pour cela que cette affaire de NetZ... C'est dur à dire. Zero Industry Act. Oui, c'est le plan anti-IRA, quoi. Le plan anti-IRA. Le plan anti-IRA est très important pour nous parce qu'il permet d'accéder plus facilement et plus rapidement à des financements. Donc c'est absolument essentiel que cette bataille ne soit pas perdue. Parce que l'argument de l'Allemagne, mais aussi des producteurs d'énergie solaire qu'on reçoit sur ce plateau, ils ont vraiment le vent en poupe. Là, on voit qu'il se passe quelque chose sur le solaire en France. Ils vous disent, quand on va arriver à produire autant de nucléaire qu'on voudrait et que les SMR en 2035 commenceront à être en circulation, en fait, on n'aura plus besoin d'énergie nucléaire car la production d'éoliennes et de solaire sera arrivée à un niveau suffisant pour couvrir une partie de la population. Il y a une petite difficulté. C'est pas tout le temps. C'est que il faut actuellement, je regardais ce matin, il n'y a ni éolien ni solaire en Europe.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner les centrales à charbon ou les centrales au gaz. La France a le nucléaire. On ne peut pas fonder une stratégie d'indépendance énergétique uniquement sur les énergies renouvelables. C'est pas possible, parce que ce sont des énergies qui sont intermittentes. Et qui sont beaucoup plus coûteuses qu'on ne le dit. Ouais. Parce que on vous sort un kilowattheure bon marché à la sortie de l'éolienne, à la sortie du panneau solaire. Mais après, il faut raccorder ces milliers d'outils au réseau. Ouais. Mais comment vous expliquez cette hostilité de ces pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg? Parce qu'on pourrait imaginer que, justement, vous avez raison, le problème des énergies renouvelables, c'est qu'il y a l'intermittence. On pourrait imaginer que la France, avec son parc nucléaire, permette à l'Europe, justement, d'avoir ces périodes tampons. Je pense que le parc nucléaire français était essentiel pour l'Europe. Mais pourquoi est-ce que du coup, c'est pas audible? Parce que je pense qu'il y a une allergie idéologique. Je pense aussi que les Allemands ne souhaitent pas que se développe une énergie nucléaire qui serait une alternative à ce qu'ils font chez eux, et qui démontrerait peut-être qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Je pense que le tout renouvelable en Allemagne est en train de montrer ses limites. C'est un pays qui émet à peu près 5 fois plus de CO2 par kilowattheure que la France. Donc je pense qu'il y a une question pour l'Allemagne qui est de démontrer à sa propre population qu'ils ont raison. Dernière question, comment vous appréciez cette victoire allemande sur les moteurs thermiques? Ils auront droit d'être vendus en Europe au-delà de 2035 s'ils utilisent des carburants de synthèse. Alors c'est une affaire qui est compliquée, qui est ancienne, que j'ai suivie quand j'étais déjà chez PSA. On a fixé cette limite de 2035 sans la moindre étude d'impact. On ne sait pas combien ça supprime d'emplois. On ne sait pas si c'est possible d'avoir les raccordements nécessaires dans toute l'Europe pour les voitures électriques. On ne sait pas combien ça coûte. Et on ne sait pas quel est le bilan CO2 de ces voitures électriques, notamment dans les pays qui produisent l'électricité avec du charbon. Donc le dossier européen n'était pas à blanc-bleu, j'allais dire. Ceci étant dit, c'est un dossier qui a été approuvé par l'ensemble des États, y compris l'Allemagne. Alors l'Allemagne, sous la pression de son industrie automobile, et en particulier de Porsche et BMW, et je vais revenir sur ce point, parce que c'est important, présente maintenant une alternative avec le e-carburant à partir de captation de CO2, ce qui est certainement louable. Le problème, à quel prix? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une législation qui avantagera les voitures premium, qui pourront seuls se payer une essence qui risque d'être extrêmement chère? D'où Porsche et BMW qui poussent le curseur. Merci beaucoup. On roulera tous en Porsche comme ça. Ça sera plus simple. Oui, ça sera plus simple. Merci beaucoup Louis Gallois d'avoir été avec nous.